4 saisons jalonnent Camille, cette pièce présentée bientôt au Festival de Spa et mettant en scène Camille Claudel, géniale sculptrice en proie avec les préjugés et les dictats de son époque. C'est Marie-Avril qui campe une Camille Claudel tour à tour engagée, révoltée puis brisée. À voir, c'est vendredi 12 et samedi 13 août. Aujourd'hui, la comédienne française nous accueille chez elle à Bruxelles, où elle effectue un retour depuis peu. Bruxelles qu'elle connaît bien puisqu'elle y a étudié. Marie-Avril, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous ici à Bruxelles. On est à quelques semaines du Festival de théâtre de Spa et le 12 et le 13 août prochain à 21h au Salon Bleu, eh bien, vous campez Camille Claudel, bien sûr, on va en parler, de François Haust, mise en scène de François Haust et de Nel Paxinou. C'est une production des Baladins du Miroir. Alors, comment entre-t-on dans un tel personnage ? L'écriture de François Haust fait évoluer le personnage. Donc, on commence par voir Camille jeune, puis on voit la rencontre avec Rodin et l'évolution de la relation à Rodin, et puis la folie aussi, C'est parce ça. qu'on sait qu'elle a terminé dans un asile pendant 30 ans. Donc, l'écriture évolue, et donc, moi, quand j'ai déjà appris le texte ou quand j'ai commencé à travailler le personnage, j'ai fait évoluer aussi le personnage en fonction de l'écriture. Et pour ça, le texte est très très bien construit. Évidemment, après, pour se nourrir de cette folie, de tout ce qu'elle a traversé, parce qu'elle a eu une enfance difficile, elle a une vie de créatrice difficile aussi. Être sculpteur au 19e siècle, c'est pas évident, il faut se battre. Et voilà, j'ai essayé de me nourrir évidemment de moi, de mon parcours, parce que je pense que je suis une enragée du théâtre. Je me suis battue toute ma vie pour faire ça, et voilà, contre vents et marées, je voulais faire ce métier. Donc j'ai évidemment cherché en moi ça. Camille Claudel, c'est pas un personnage total, c'est-à-dire entièrement dans l'amour, entièrement aussi à un moment donné dans la folie. Et est-ce qu'il y a des liens entre les différentes périodes de sa vie ? Sans doute. Oui, sans doute, voilà. Je pense que toute sa vie, elle a dû combattre. Elle a dû combattre contre sa mère justement, pour dire ce qu'elle avait envie de faire. Elle a été protégée par son père, malgré tout. Mais voilà, elle a dû se battre contre plein de gens pour réussir ce qu'elle voulait. Et oui, effectivement, il y a une évolution de sa jeunesse à la période d'asile où, oui, elle s'est vraiment battue. C'est une enragée, effectivement, et c'est une passionnelle. Passionnelle que ce soit pour son art, que ce soit pour Rodin, même pour son frère, j'ai envie de dire, pour Paul Claudel. C'est une femme qui veut aussi s'affirmer face à des personnalités. Rodin en est une, Paul Claudel en est une autre. Absolument. Et à un moment donné, d'ailleurs, l'histoire va un peu reprocher à Claudel de l'avoir fait enfermer, de l'avoir abandonné. Absolument. Qu'en est-il exactement alors de ça ? C'est bien réel ? Alors oui, c'est réel, effectivement. Ce qu'on dit moins, c'est qu'apparemment Rodin aurait continué à envoyer de l'argent à Camille, il l'aurait beaucoup soutenu financièrement aussi, à différents moments de sa vie. Il a soutenu son art beaucoup aussi. Il n'a pas été qu'un ennemi pour elle, je veux dire. C'est ça. Je pense qu'on l'oublie parfois. Mais effectivement, tous les deux ont vécu dans cette passion de l'art. Et le rapport à Paul Claudel, évidemment, est un rapport un peu ambigu. Il y a une scène dans le spectacle qui est la jeunesse. Ils se cherchaient beaucoup tous les deux. Ils se battaient aussi beaucoup pour défendre leur art à chacun. Parce que très différent en fait. Très différent. Parce qu'elle, c'est une femme libre, lui, c'est un écrivain catholique, un peu engoncé dans la tradition. Absolument, absolument. Oui, oui. Et on voit beaucoup dans le spectacle qu'il y a ce conflit entre eux. Il y a parfois des phrases que dit Camille, elle dit « les mots disent n'importe quoi, la sculpture ne ment pas ». Et parce qu'ils étaient tous les deux tiraillés là-dedans et que lui défendait les mots, elle défendait la chair, si on peut dire. Qu'est-ce qui fait que Camille Claudel est devenue si contemporaine ? Parce qu'il y a eu la période d'oubli. Il y a eu évidemment, il y a 20 ou 30 ans, ce fameux film, mais elle est revenue, je dirais, au devant de l'actualité artistique, alors qu'elle avait sombré dans l'oubli. Oui. Parce que c'est une femme contemporaine, justement, elle représente aussi le combat des femmes d'aujourd'hui. Ah oui, moi je pense clairement qu'elle représente le féminisme, elle représente, c'est une femme d'avant-garde, je veux dire, qui s'est battue. Elle a avorté aussi pour l'époque, c'était quand même quelque chose d'inimaginable. Elle fait un métier d'homme, on le dit aussi dans le spectacle, c'est un métier d'homme. Ce nom n'a même pas de féminin, on dit dans le spectacle. On dit sculpteur, on ne dit pas sculptrice.
Donc évidemment que c'est une femme, pour moi, d'avant-garde, et quel bonheur de défendre un personnage comme ça. Quand on défend justement un personnage qui a existé, c'est encore un autre exercice que de partir Oui. de l'imaginaire, même si l'imaginaire à un moment donné entre tellement dans la réalité. Et ici, c'est quelqu'un qui a existé. Vous entrez dans ce personnage, puis à un moment donné, il va falloir s'en détacher. Mais qu'est-ce qu'elle vous aura transmis? Est-ce qu'il y a une transmission qui se fait? Qu'est-ce qu'elle vous aura appris? Je dirais elle m'a transmis cette rage que j'avais déjà, je veux dire, mais le combat contre tout, enfin, je veux dire, aller au bout de ses rêves, aller au bout de ses rêves. Ne pas transiger. Ne pas transiger et vraiment faire ce qu'on veut dans la vie et se battre pour ça. Ça, vraiment, je pense que je l'avais déjà, mais le fait d'approcher Camille à ce point-là me fait penser que j'ai raison de me battre et que quoi qu'il arrive, il faut aller au bout de ses rêves. Ça, j'en suis persuadée. Comment joue-t-on la folie? Alors, on a beaucoup discuté là-dessus parce que, effectivement, c'est pas évident. Jouer la folie, mais quelle folie? Parce que là, on a identifié que Camille était paranoïaque. Donc, c'était essayer de trouver cette paranoïa. Il y a une très belle scène dans le spectacle qui évoque ça. C'est-à-dire qu'elle est chez elle et elle s'invente un vernissage. Et donc, elle règle ses comptes avec tous les gens qui lui ont mis des bâtons dans les roues pendant sa carrière. Et donc, elle règle ses comptes. Et donc, la paranoïa, ben, c'est ça, c'est voir des fantômes, beaucoup. Ouais. Donc, on a travaillé sur cette base-là aussi. Elle s'imagine des fantômes et elle va essayer de les combattre pour avancer, pour aller mieux aussi. Est-ce que chacun a ses fantômes dans sa vie? Ah oui, ah oui, ça j'en suis persuadée, oui. Avec qui vous n'organisez pas des vernissages, vous me rassurez. Non. Alors on va découvrir cette première photo évidemment. Alors on va repartir aussi dans le passé, mais votre propre passé. Alors voici la petite fille que vous étiez. Oui. Vous vivez aujourd'hui à Bruxelles, oui. mais vous êtes française, oui. Et vous êtes d'origine vendéenne, voilà, c'est ça. Du côté de Nantes. Ah voilà, à 25-30 km de Nantes à peu près, dans une petite ville qui s'appelle Montaigu, qui est très bien située entre Nantes et la mer. Donc on est tout près des Sables d'Olonne par exemple, et de la côte atlantique. Et ça, ben voilà, c'est la petite fille que j'étais effectivement. Et si j'ai choisi cette photo, je ne sais pas si c'est très net, mais ici il y a des frigos, c'est parce qu'en fait j'ai vécu dans un bar. Voilà. Ah oui. Ma maman tenait un bar. D'accord. Et ça a été vraiment, à mon frère et moi, notre quotidien d'enfant, c'est de vivre dans un bar, dans un café. Donc on entend les conversations, on observe les gens. Voilà. Ils sont peut-être un peu vos premiers spectateurs. Absolument. Et vous ne pensez pas si bien dire, puisque je me souviens qu'en fait, il y avait un rideau qui fermait la porte du café et il y avait donc un fil au bout du rideau et je m'en servais comme micro. Et donc, tous les soirs, je ne sais pas quelle heure il était exactement, mais bon, je prenais ce micro et je disais à tout le monde, taisez-vous, maintenant je chante. Okay. Et donc, oui, les clients du café ont été mes premiers spectateurs, bizarrement plutôt en chant, alors que je ne suis pas spécialement une bonne chanteuse, mais voilà. C'était d'abord la chanson. D'abord la chanson, voilà. C'est quoi être vendéen? Être vendéen, c'est quoi? C'est un mot qui sonne fort. Oui. Mais ça veut dire quoi pour vous? Moi, c'est plutôt quelque chose, c'est plutôt une région de laquelle je me suis échappée quand même assez vite. C'était pour très moi traditionnel. Voilà, très traditionnel. Même si je suis pas d'une famille du tout traditionnelle. Hein. La preuve, ma maman tenait un café, je veux dire, voilà, elle allait pas beaucoup à la messe ou. Mais oui, assez traditionnel, mais en même temps, moi, ma famille ne l'était pas. D'accord. Après, c'est une petite ville aussi où on a vite fait le tour. Moi, j'avais mes copains, mes copines, etc. Mais j'avais quand même très vite envie de m'en échapper. D'accord. C'est pour ça qu'à 18 ans, après mon baccalauréat, j'ai dit à mes parents, écoutez, maintenant... Paris. Ouais, moi, je veux aller faire mes études à Paris. J'ai envie de voir autre chose, quoi. Et puis, vous êtes venu à Bruxelles. Alors, on racontera ça peut-être dans la suite. Ouais. On reste toujours sur l'enfance. Alors là, c'est frère et cousine? Voilà, donc c'est mon frère, mon grand frère qui a 4 ans de plus que moi, qui s'appelle Vincent. Et puis la petite fille devant, c'est ma cousine Caroline. C'est deux personnes qui encore aujourd'hui sont très importantes pour moi. Donc c'était chouette de les voir ici avec moi quand on est petit. Et votre frère, on va le voir dans une autre photo. On va le voir dans une autre photo. Alors là, ah oui, on est en Vendée. On est en Vendée, exactement. Ben oui, j'ai pris cette photo parce que, comme vous le disiez, effectivement, département de France très traditionnel. Et mes parents, je ne sais pas pourquoi, alors que je ne suis pas issue d'une famille traditionnelle, m'ont envoyée pendant 7 ans en pension
dans une école de filles catholiques. Et donc, donc ce qu'on appelle nous en France de la 6e à la terminale, c'est-à-dire 7 ans, j'ai fait mes études en pension dans un collège-lycée catholique de filles. Voilà. Vous en gardez quel souvenir? À la fois super, magnifiques expériences. J'ai juste sur cette photo, donc je suis là, et puis juste à côté, il y a ma meilleure amie, mon amie d'enfance Vanessa. Et voilà, on se forge les meilleurs amis du monde parce qu'on partage tout, nos peines, nos rires, nos tracas, voilà. Mais au-delà de ça, souvenir aussi, on était très strict. Ouais. Voilà. On devait apprendre par cœur la Marseillaise en 6e, c'est-à-dire à l'âge de 12 ans. Et si on ne connaissait pas un couplet, on faisait des heures supplémentaires dans le bureau de la directrice avec la baguette. Hein. D'accord. Il fallait connaître la Marseillaise par cœur. Vous la connaissez toujours? Non. Ça va, on passe. Alors, les grands-mères ici. Ah oui, alors très important, mes grands-mères, parce qu'elles ont toutes les deux, à leur manière, joué un rôle dans la construction de la comédienne que je suis devenue. Oui. Toutes les deux, à leur manière, m'ont poussée vers le théâtre et donc, je leur en serai à tout jamais reconnaissante. Alors, quand vous dites à leur manière, j'aimerais mieux comprendre pour chacune d'entre elles. Ouais. C'est quoi? Alors, ma grand-mère maternelle, qu'on voit ici sur la droite, elle m'a plutôt poussée comme une mamie gâteau, qui voulait absolument me voir à la télé, qui voulait absolument que je participe à des émissions, l'école des fans, des choses comme ça, voilà. Elle me faisait beaucoup chanter, elle m'embarquait dans des soirées de troisième âge où elle voulait que je prenne le micro à chaque fois, le chant revient à ce moment-là. Donc elle m'a beaucoup, beaucoup encouragée à ce niveau-là. Et puis ma grand-mère paternelle, qui est à gauche sur la photo, là, elle, par contre, elle m'a vraiment poussée à lire. C'est elle qui m'a emmenée au théâtre très jeune. Et notamment, elle me donnait des livres en douce pour que j'aille les lire, parce que c'était pas toujours de mon âge. Et qu'est-ce qu'elle vous proposait comme lecture? Eh bien, notamment L'Amant. Ah oui, on en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure, D'accord. voilà. Alors ici? ça, ce sont mes parents. Oui. Donc ma maman et mon papa. Tous les deux ont un regard un petit peu différent sur la voie que j'ai prise au niveau du théâtre. Ma maman m'encourage, elle est très fière de moi. Quand elle vient me voir, elle se lève, elle applaudit, elle est très très fière. Mon papa, c'est un petit peu autre chose. Lui ne voulait vraiment pas que je fasse ça. Donc voilà, c'était un petit peu plus compliqué à ce niveau-là. Voilà, on ne peut pas dire qu'il soit très heureux que je fasse ce métier. Il aurait préféré que je fasse comme lui, du commerce ou des Oui, ou choses comme peut-être qu'il ça. ne le dit pas trop, mais qu'au fond Voilà. de même, avec le temps. Peut-être avec le temps, ça serait voilà. Oui, voilà. Alors, quand je vois cette photo-là, je comprends évidemment qu'il ne voulait pas trop que vous fassiez du théâtre. Exactement, exactement. Alors là, c'était lors d'un réveillon. Le thème, c'était le mauvais goût. D'accord. Et moi, j'adorais me déguiser. C'est peut-être un peu cliché de dire ça pour un comédien, mais en tout cas, moi, vraiment, j'adorais me déguiser. Et j'adorais surtout me déguiser avec beaucoup de précision. Voilà. J'adorais vraiment aller au bout du personnage dans le déguisement, dans le costume. Et donc, j'étudiais tout. Je me souviens que j'étais allée acheter les dents qu'il fallait. Voilà, je mets tout en branle quand je veux vraiment coller à un personnage et tout ça. Donc, ça m'amusait beaucoup de faire ça. On est dans le Père Noël est une ordure. Et voilà, c'est zen du Père Noël est une ordure. Alors ici? Alors ici, c'est un Noël en famille. Et si j'ai choisi cette photo, c'est vraiment pour ma nièce Clarence. C'est une petite fille voilà, avec qui j'ai un lien très très fort. Très très fort. Je la vois pas assez malheureusement parce qu'elle habite du côté de Bordeaux, enfin Saint-Émilion plus exactement, dans le Bordelais. Et voilà, ma nièce, c'est voilà, quelqu'un de très très important. Très important. C'est une petite fille très épanouie, très curieuse, très drôle. Et voilà, elle me manque beaucoup. On revient à votre frère. Voilà. Qui a un prénom de peintre, Vincent, mais qui est sculpteur en fait. Exactement. Voilà, exactement. Donc mon frère est sculpteur. Ça m'a évidemment, quand j'ai été choisie pour faire Camille Claudel, ça m'a émue parce que je crois beaucoup dans le travail de mon frère. Est-ce qu'en parlant avec lui de son métier, de sa profession, on peut dire ça, de l'art qu'il pratique, vous avez pu tirer des enseignements qui vous sont utiles justement pour camper Camille Claudel et pour comprendre comment fonctionnait peut-être Rodin? Oui. Surtout dans la passion de l'art, dans l'acte créateur aussi. Parce que j'ai déjà vu mon frère au travail, je sais quand il me parle de son travail aussi, la manière dont il m'en parle.
ce besoin aussi de création, de solitude face à la création, etc., que je pense Camille a aussi beaucoup vécu, beaucoup ressenti. Euh, et puis encore une fois, oui, ce combat pour défendre son travail, hein, c'est pas évident. Hein. Sculpteur aujourd'hui, c'est difficile aussi. Hein. C'est ça. C'est très difficile. Il a la chance de beaucoup exposer, voilà. Mais le rapport à la matière aussi. Lui, il travaille le papier mâché, donc il a un rapport tactile aussi très fort. Là, dans la pièce, je fais du modelage de glaise, mais je fais aussi, je tape hein, réellement avec un burin et tout ça. Et j'ai senti que c'est pas le même rapport à la matière quand je fais de la glaise ou quand je tape sur la pierre. Et lui, je pense, a un rapport très, très tactile, évidemment, à ça. D'accord. Au papier mâché, hein, c'est toute une préparation, c'est salissant, c'est collant, c'est... Voilà, je trouve que ça, c'est important dans l'acte de création aussi. Alors on passe à un autre thème maintenant, c'est celui du théâtre Ouais. et du conservatoire. Donc on est ici à Bruxelles alors. On est ici à Bruxelles. Oui. Voilà. Oui, Ce oui. sont vos amis du conservatoire. C'est ça, oui. On était une super classe, on bossait bien, on rigolait bien aussi. Et voilà, ça, c'est une partie de la classe, mais évidemment, voilà, il y a vraiment de chouettes gens sur cette photo avec qui j'ai passé des super années au conservatoire. Qu'est-ce qui vous a amené à Bruxelles? Alors, ce qui m'a amené à Bruxelles, c'est par des chemins détournés, puisque avant Bruxelles, je vivais au Maroc. J'ai vécu 3 ans au Maroc. On en parlera tout à l'heure. Et puis, j'ai vécu aussi à Londres avant ça. Et donc, de Paris, je suis allée à Londres, puis de Londres, je suis allée au Maroc. Et c'est du Maroc que j'ai décidé de venir vivre à Bruxelles. Vous connaissiez Bruxelles? Pas du tout. Je n'y avais jamais mis les pieds. Qu'est-ce qui a fait alors qu'à un moment donné, vous dites, allez, c'est Bruxelles? Alors, en vivant au Maroc, j'avais envie de revenir dans un pays francophone, Ouais. pas forcément la France. J'avais entendu beaucoup de bien de la Belgique et puis j'avais déjà en tête de refaire des études parce qu'au Maroc, je n'étais pas encore comédienne. D'accord. Et donc, je m'étais renseignée pour les études de théâtre au conservatoire de Bruxelles. Et voilà, et j'ai voulu tenter le concours du conservatoire et les choses m'ont emmenée comme ça à Bruxelles. Sans regret, j'imagine, puisqu'à nouveau, vous êtes à nouveau à Bruxelles. Ah, mais avec grand plaisir. Voilà. Ah, sans aucun regret. Ah oui, alors ça c'était une des scènes d'examen du conservatoire en dernière année. Et ici, on voit ma grande amie Katia Mélé, avec qui, voilà, là, on faisait une scène, Qui a justement. été invitée récemment dans l'album aussi. Exactement, Méliska. Et là, justement, on faisait une scène très bruxellaire, hein, Ah oui. qui se passait dans un hall d'immeubles à Bruxelles, avec les bons accents des immeubles bruxellois. Et moi, je jouais la petite Française immigrée et critiquée de ses copines belges. Voilà. Ah oui. Voilà. Enfin oui, les Belges critiquent beaucoup les Français, mais ils les aiment beaucoup aussi, Oui, vous le savez bien. Hein. Absolument. Alors là, ça, c'est mon premier spectacle professionnel aussitôt à ma sortie du conservatoire et qui correspond à une grande rencontre théâtrale pour moi et amicale aussi, qui est Annette Brodcom, qui a mis en scène L'Oiseau Bleu et qui était ma professeure au conservatoire de Bruxelles. On a découvert que son compagnon était vendéen et que donc j'étais vendéenne aussi. Et on a vraiment tissé une amitié à partir du conservatoire. Et donc, elle m'a engagée tout de suite après le conservatoire pour jouer L'Oiseau Bleu de Maurice Maeterlinck. D'accord. Dans lequel je jouais la méchante chatte qui essaie de contrecarrer les plans des petits-enfants de L'Oiseau Bleu. Voilà. Et ça, alors, c'est mon premier seul en scène qui s'appelait Ogresse, écrit et mis en scène par Philippe Blasban. Mm-hmm. Et j'avoue que je redoutais énormément le travail du seul en scène. Oui, il faut tout porter tout seul. Voilà, il faut tout porter tout seul. Et au conservatoire, c'était pas franchement un truc qui me passionnait parce que j'étais très angoissée de devoir être seule sur scène et de devoir porter un texte et tout. Et puis un jour, Philippe m'a proposé un seul en scène. Il m'a dit, voilà, j'ai écrit un seul en scène, j'aimerais bien que tu le joues. Et j'aimerais bien te mettre en scène dans ce seul en scène. Et je dis, là, Philippe Blasban me propose un seul en scène, je ne peux pas refuser. Et donc, je me lance dans l'aventure. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment une grande aventure parce que j'ai aussi produit le spectacle. Donc, j'ai travaillé 8 mois pour tout monter, pour trouver une salle. Et on l'a joué à Paris, pour le coup, ça. Ça a été créé... Vous vous souvenez du premier soir, avant que le rideau ne se lève? Ah oui. Qu'est-ce qu'il y avait dans la tête qui tourbillonnait? La peur, l'incapacité, se dire, mais est-ce que je vais... à moi toute seule, essayer de ramener un public à ma cause, entre guillemets, et à mon histoire.
voilà, la peur du trou de mémoire, évidemment, parce qu'on est seul et là, on ne peut pas se débrouiller. Et quand avez-vous vu justement, une fois le rideau levé, une fois que vous étiez parti dans le spectacle, quand avez-vous vu, est-ce qu'il y a eu des signes qui vous ont montré, voilà, ça y est, c'est Oui. fait. C'était quoi les signes? Les signes, c'est l'écoute du public déjà. Parce qu'on perçoit, même quand on ne fait pas de la comédie, on n'entend pas le public réagir, mais on sent l'écoute, on sent l'attention du public. Et là, j'ai vraiment senti ça. Et puis, grâce à ce spectacle, j'ai vraiment appris à me faire confiance parce que il y a plein de fois où je me suis un peu embrouillée dans le texte et on a une faculté incroyable à retomber sur ses pieds, à se dire « Ouh, j'ai oublié de dire ça ». Mais alors, le spectateur ne va pas comprendre si j'enchaîne avec ça. Alors, il faut que je replace là où j'en suis une information pour que le spectateur comprenne. Et on apprend à jongler avec le cerveau d'une manière incroyable. Et moi, j'ai découvert ça pendant les seuls en scène. D'accord, ah oui. Et ça, c'est vraiment une expérience magique à traverser, quoi. Eh bien, ça, voilà, je suis en train de coller les affiches de Grèce. Comme je vous le disais, j'ai aussi participé à la production, même produit le spectacle. Et puis, je trouve que c'est toujours intéressant de dire, oui, on est sur scène, c'est une chose, mais il y a aussi plein de choses à faire à côté. C'est ça. On est des artisans et des artisans à multiples casquettes. Il ne faut pas avoir peur de se mouiller. Il ne faut pas avoir peur de Voilà. se mouiller. Et donc voilà, dans tout Paris, je suis allée poser des affiches. Alors là, je reviens sur Annette, dont j'ai parlé tout à l'heure par rapport à l'Oiseau Bleu, qui m'a reproposé un autre spectacle il y a un an, qui s'appelle L'Homme Semence, qui était à Spa l'année dernière, Oui. et qui est un autre seul en scène. C'est vraiment un seul en scène magnifique. Et Annette m'a proposé ce spectacle. Voilà, je peux rien dire d'autre que c'est une rencontre fabuleuse avec Annette. C'est une grande rencontre de théâtre, c'est une grande rencontre amicale, c'est une grande rencontre d'amour aussi, je peux dire vraiment d'amour. Et voilà, donc c'est une rencontre de cœur, vraiment. Donc voilà, ça c'est L'Homme Semence, toujours en scène, donc avec une immense toile de parachute qu'il a fallu apprivoiser parce qu'elle était parfois rebelle. Et donc voilà, les seuls en scène, on disait, on est tout seul, mais là j'ai fait de ce parachute un peu mon partenaire. D'accord. Voilà. Alors le gîte du poil, c'est assez drôle, j'ai mis ça parce que L'Homme Semence se passe dans un village qui s'appelle le village du Poil, dans les Alpes de Haute-Provence. Et pour aller vraiment chercher l'histoire au plus profond, je suis allée visiter ce village du Poil qui est vraiment perdu dans les montagnes et essayer de rencontrer un peu les gens sur place parce que l'histoire est une histoire vraie en fait. D'accord. Donc j'avais envie de rencontrer les gens et c'est assez drôle les rencontres que j'ai faites parce qu'il y avait des gens pour le texte, d'autres contre le texte. Et puis je me suis quand même retrouvée un soir avec quelques personnes et ils m'ont tous demandé de faire le texte. Ah oui, d'accord. Donc je me suis retrouvée dans ce village perdu des montagnes à leur faire L'Homme Semence. Oh, quelle expérience, voilà. C'est incroyable. Voilà, et donc ça c'était fabuleux, très grande expérience. Et pour la petite histoire, je devais y rester que 2 nuits et je suis tombée en panne de voiture et donc j'ai été bloquée dans les montagnes pendant 5 jours. Ok. Là-bas, mais ce qui m'a permis de rencontrer tous les gens du village, d'avoir été super accueillie là-bas et j'espère bien y retourner pour jouer réellement le spectacle. Ils vous ont laissé repartir. Et ils m'ont laissé repartir, voilà. Alors ça, c'est une pièce à Paris aussi que j'ai jouée, qui est La Ronde de Arthur Schnitzler, dans laquelle je jouais l'actrice. Voilà, il y a un rôle d'actrice un peu excentrique, un peu égocentrique. Et voilà, c'était La Ronde. Alors ça, c'était à Avignon l'année dernière parce que je fais partie d'un collectif qui s'appelle les Universités populaires du théâtre, fondé par Jean-Claude Idé et Michel Onfray. Voilà, qui a pour vocation de faire entendre des textes engagés, idéologiques, voilà. Et donc là, on faisait une lecture sous le chapiteau du OFF, du Festival d'Avignon. Et c'était un grand moment pour moi. C'était quoi comme lecture? Alors là, c'était le traité sur la tolérance de Voltaire. D'accord. Voilà. Alors là, en fait, avant ma carrière de comédienne, j'étais attachée de presse. Que, comme je vous l'ai dit, mon papa n'était pas totalement favorable à cette carrière, donc il m'a un peu poussée vers d'autres études. Et donc, j'ai fait des études de communication et de relations presse, relations publiques, que j'ai faites à Paris. Et puis, mon premier emploi, j'étais attachée de presse de l'émission Thalassa sur France 3. Ok. Voilà. Okay.
Et donc ce jour-là, eh bien, c'était une fête voilà, à Thalassa avec Ghislaine à côté de moi qui est devenue ma meilleure amie, avec qui voilà, on ne s'est jamais perdu de vue. On a vraiment créé une très très forte amitié à partir de là, quand on était à Thalassa. Voilà. Enfin, je ne vais pas dire que ça doit être simple parce que c'est un métier compliqué, attaché de presse, mais défendre une émission comme Thalassa, c'est génial. Non? Ah oui, c'est génial. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. C'est vrai que j'ai été attachée de presse après dans d'autres endroits, c'est plus compliqué parce qu'il faut se battre pour, Je crois que Thalassa, les portes s'ouvrent, non? les portes s'ouvrent. Ah oui, logiquement, Effectivement. ouais. Ah oui, oui, oui. C'est même parfois les journalistes qui nous disaient mais on n'a pas l'info cette semaine du thème. Oui, oui, on est en retard, on est en retard. Mais les journalistes nous appelaient parce qu'ils ne pouvaient pas passer à côté de Thalassa. C'est ça, C'est clair. qui devient mensuel maintenant, malheureusement, je crois. Ah oui. C'est Oui, dommage. oui. Alors ici, Alors ici, comme je vous le disais tout à l'heure par rapport au personnage de Zézette dans Le Père de l'étude ordure, j'aime bien me mettre en scène et j'aime bien aller au bout des précisions et quand je m'amuse à incarner des personnages. Et là, je suis sur le Mekong, au Cambodge. Et puis, j'étais avec une amie, on passe un bac. Évidemment, tout de suite, ça me renvoie à l'univers de Marguerite Duras. Et je me retourne et je vois une grosse voiture. Je dis, oh, il faut faire une photo. oui. Vite, vite, je me fais des tresses. J'avais un chapeau, je dis, et voilà, je m'accoude à la balustrade tel que on peut le voir dans le film de Jean-Jacques Hano notamment. Et j'avais vraiment envie de recréer cet esprit-là et repartir sur les traces de Marguerite Duras, c'était fantastique. qu'est-ce que vous aimez chez Marguerite Duras? Alors, son écriture évidemment beaucoup, mais j'aime son univers, et j'aime que ce soit inspiré de voyages, j'aime qu'elle nous emmène au bout du monde et c'est aussi des histoires très familiales. Et l'Asie en particulier, moi je suis tout à fait amoureuse de l'Asie et je trouve qu'elle retranscrit dans les mots véritablement des ambiances. On y est. Moi, pour être allée après en Asie, j'ai revu vraiment l'univers de Marguerite Duras. Après, j'aime aussi son écriture. Elle va loin, je veux dire, hein, dans ses rapports aussi à la famille, dans ses rapports aux hommes, etc. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de se perdre. Absolument, oui, oui, je suis d'accord. Elle est Ouais, très ouais. courageuse dans l'écriture, cette Oui, femme, je oui, trouve. oui, oui. Alors, vous avez choisi le roman. Oui. Alors, ça, c'est un roman. Vous êtes jeune et vous ne vous souvenez pas de la parution en 84. Moi, je m'en souviens très bien. C'était une espèce de coup de tonnerre dans l'été 84 parce que Marguerite Duras, à l'époque, elle n'est plus connue du tout. Elle fait partie de l'école, plus ou moins, du nouveau roman. Ça devient un écrivain qui est étudié par les universitaires, mais qu'on ne lit plus trop. La maison d'édition, les éditions de Minuit, c'est une maison tout à fait particulière. C'est Jérôme Lindon, c'est vraiment, c'est pas les grandes maisons d'édition. Et puis sort ce roman qui devient directement un best-seller et qui va avoir le prix Goncourt. Et donc c'est vraiment, je dirais, la résurrection de Duras et c'est un retour dans le passé en fait. Alors, je voudrais que vous me parliez de ce livre. Ma rencontre avec ce livre est très importante. Comme on l'a vu tout à l'heure, j'ai un lien particulier à mes grands-mères qui sont malheureusement décédées aujourd'hui. Mais ma grand-mère paternelle, en fait, qui m'a beaucoup, beaucoup encouragée à lire, une des premières lectures qu'elle m'a conseillées, c'est L'Amant, alors que j'avais 12 ans. Oui. Donc c'est quand même sulfureux pour une petite fille de 12 ans. Tout à fait. Mais elle m'a dit, Marie, surtout, hein, ne t'arrête pas trop au moment érotique, hein, mais surtout, va lire ce livre et essaie de le regarder et de le lire plus largement que ça. Et donc elle m'a dit, je te le prête, mais surtout, tu ne le dis pas à tes parents. Et donc je me souviens très très bien que je me suis retrouvée sous mon lit à dévorer L'Amant de Marguerite Duras. Et dès que j'entendais mes parents arriver, je claquais le livre et je me cachais. Voilà. C'est magnifique avec la complicité de la grand-mère. Avec la c'est complicité génial. de la grand-mère. Donc voilà, j'avais une grand-mère assez haut en couleur hein, par rapport à tout ça. Et quand le film est sorti, la même chose. Elle m'a dit, je suis allée le voir Marie, vas-y, vas-y, vas-y. Après, on peut en dire ce qu'on veut hein, du film de Jean-Jacques Hano. Si on aime beaucoup le livre, voilà. Ah oui, c'est toujours difficile. C'est hein. toujours difficile. Mais je trouve que malgré tout, dans le film, l'ambiance est tout à fait bien Oui, retranscrite. exactement. Les sons et les ambiances sont très très belles, je trouve. Et, il y a beaucoup de sensualité. Hein. Évidemment, beaucoup tout de est sensuel sensualité. dans ce livre. Ah, oui. Et alors, elle a réécrit après, elle a retravaillé. Hein, elle a écrit L'Amant de la Chine du Nord. Oui. Donc, en fait, c'est une vraie histoire. Hein. C'est elle, toute jeune, elle avait vécu dans l'Indochine. Elle avait d'ailleurs écrit Un barrage contre le Pacifique qui racontait sa jeunesse là-bas. Oui. Et puis, elle écrit ce roman. Elle raconte donc une histoire d'amour. Et puis, elle revient en France.
elle a perdu de vue cet amant parce qu'elle était toute jeune à l'époque où il l'a connu. Et alors à la fin, j'aimerais bien que vous preniez la fin de ce livre. J'ai vu tout à l'heure, c'était page 141. J'aimerais bien que vous nous lisiez, que vous nous lisiez le dernier paragraphe. C'est magnifique. Avec plaisir. Voilà. À partir de là. Oui, à partir de là. Des années après la guerre, après les mariages, les enfants, les divorces, les livres, il était venu à Paris avec sa femme. Il lui avait téléphoné. « C'est moi ». Elle l'avait reconnu dès la voix. Il avait dit « Je voulais seulement entendre votre voix ». Elle avait dit « C'est moi, bonjour ». Il était intimidé, il avait peur comme avant. Sa voix tremblait tout à coup. Et avec le tremblement, tout à coup, elle avait retrouvé l'accent de la Chine. Il savait qu'elle avait commencé à écrire des livres. Il l'avait su par la mère qu'il avait revue à Saïgon. Et aussi pour le petit frère, qu'il avait été triste pour elle. Et puis, il n'avait plus su quoi lui dire. Et puis, il le lui avait dit. Il lui avait dit que c'était comme avant. Je suis émue. Qu'il l'aimait encore. Qu'il ne pourrait jamais cesser de l'aimer. Qu'il l'aimerait jusqu'à sa mort. Pardon, ce texte me bouleverse. C'est magnifique, hein. C'est magnifique. Oui, oui. C'est tout Duras. Oui. Je crois que c'est tout Duras. Merci pour cet exercice. Alors, on va continuer la découverte de l'album, alors. Alors, en fait, j'ai vécu au Maroc pendant 3 ans. C'est une histoire d'amour qui m'y a emmenée. C'est marrant de faire le lien. C'est vraiment marrant de faire le lien. J'ai rencontré un grand amour à Londres, en fait, et qui partait vivre au Maroc. Et donc, au lieu de me dire, mais viens avec moi, on s'embarque, on vit notre vie au Maroc, il me dit, voilà, on vient juste de se rencontrer, c'est un petit peu compliqué, moi je vais vivre au Maroc, faire ma vie là-bas et tout. Et donc, je l'ai laissé partir. Et j'ai réfléchi pendant 1 mois, et j'étais triste, j'étais vraiment triste. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse mes valises, et il faut que je parte le rejoindre. Et j'ai eu, c'était important pour moi, j'ai eu l'accord de mon papa qui m'a dit « Marie, t'es amoureuse, vas-y fonce, vas-y fonce ». Et donc, j'ai tout quitté, je suis partie et surtout, je ne lui ai pas dit. J'ai débarqué au Maroc et un jour, je suis allée sonner chez lui avec ma petite valise. Et je lui ai dit « Ben voilà, j'ai pas pu tenir, j'étais amoureuse de toi, donc je te rejoins ». Et chance, il était heureux de me retrouver. Donc, on a vécu 3 ans là-bas au Maroc et c'était voilà, une super belle expérience. Là, j'ai pris cette photo un peu que je trouve rigolote avec trois copines et puis un ami marocain. Et on posait un djellaba pour l'occasion. Voilà. Et donc, ces 3 ans de Maroc, donc j'étais attachée de presse de l'Institut français de Casa, là-bas. Et ben voilà, quand j'avais des congés, évidemment, il était très agréable de partir faire des randonnées dans l'Atlas. Donc j'ai énormément profité des lieux là-bas, des visites. Et voilà, je connais très bien le Maroc. Et c'est un petit peu un de mes pays de cœur maintenant. Voilà, une autre photo, pareil, lors d'une visite au Maroc. Voilà, j'habitais Casablanca, mais cette photo n'a pas été prise à Casablanca. Voilà. Parlez-moi de Casablanca. Casablanca, c'est une grosse ville qui grouille de partout. C'est pas la capitale, voilà, mais ça reste la capitale économique quand même, donc ça grouille de partout. C'est une ville d'affaires aussi beaucoup. Et donc, c'est une ville où se confrontent les traditions et le business, entre guillemets. Donc, parfois, ça fait des chocs un peu violents, notamment entre les classes. Oui. Voilà. Parce qu'il y a... Bon, à l'époque où j'y vivais, c'était maintenant il y a plus de 10 ans, hein, il y avait très peu de classes moyennes. Il y avait ou le business et les gens qui réussissaient et qui avaient beaucoup d'argent, ou les familles très traditionnelles, assez peu de classes intermédiaires. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent, je pense, vraiment. Et donc, beaucoup de chocs entre les traditions et le business, hein, je veux dire, voilà. C'est ça. Ouais. Et nous, du coup, ça a été un petit peu dur Moi, j'y allais pas pour être entre expatriés, ça m'intéressait pas. Donc, j'allais pour essayer de rencontrer des gens et on a été confrontés à énormément de difficultés par rapport à ça. Parce qu'on faisait partie, malgré nous, de la classe aisée. Oui, bien sûr. Malgré nous.
Et donc, on a essayé parfois voilà, d'aller rencontrer des gens, mais on sent très, très bien qu'il y a des barrières. Et comme je travaillais à l'Institut français, je me souviens que j'avais été invitée dans une famille ultra traditionnelle. Donc, on était vraiment posés au sol, on mangeait avec les mains, etc., etc. Et j'étais, en tant que femme, tolérée autour de la table des hommes, parce que j'étais une étrangère aussi. Et pour les remercier, j'ai voulu les inviter à venir voir un spectacle à l'Institut français. Eh bien, le père de famille s'est levé pendant le spectacle et n'a pas voulu voir la fin. Il trouvait que c'était indécent, alors que j'avais fait attention évidemment, c'était un spectacle de danse, mais tout à fait, voilà. Et il s'est levé, il n'a pas voulu assister au spectacle. Donc, voilà, tous ces conflits-là, je veux dire, c'était compliqué. C'est un travail de fond à faire, hein, de mieux se comprendre. Ça, exactement, ouais. Alors, une autre photo. C'est un petit montage. Ça, je l'ai mise parce que c'est un grand souvenir de Venise. Je suis allée à Venise l'été dernier. Voilà, et c'était la première fois que j'y allais. J'avais un peu peur qu'il y ait trop de tourisme, ce qui est le cas, faut pas le nier. Mais il y a aussi, je trouve, c'est une ville à 2 vitesses. Et qu'il y a plein de ruelles perpendiculaires à ces grandes artères principales où sont tous les touristes. Il y a plein de petites artères où ça vit vraiment à la vénitienne, je trouve. Quel est l'endroit que vous préférez à Venise? L'endroit que je préfère à Venise, j'allais dire les canaux, évidemment, mais il y a un canal en particulier qui m'a... Parce que c'est le premier soir où je suis arrivée et j'ai descendu des petites marches pour aller voir le canal. Il se trouve que j'ai glissé et je suis tombée dans le canal. Oui, là, carrément. On n'oublie pas celui-là. Alors, donc celui-là, on ne l'oublie pas. Mais plus qu'un endroit en particulier, parce que je pourrais dire la place Saint-Marou, mais c'est pas tellement ces endroits-là. C'est plutôt des moments vécus, à certains moments, plutôt des ambiances. Je fonctionne vachement à l'ambiance. C'est ça, dans les quartiers plus reculés, voilà. Cannaregio, Castello. Exactement, ouais. Je me souviens un moment d'une ruelle complètement vide et un vieux Vénitien sur sa chaise avec son chat. Voilà, ça, c'est des endroits qui me marquent, c'est des ambiances qui me marquent. Plus qu'un endroit en particulier, c'est vraiment plus les ambiances qui me... J'aime les sons, j'aime la lumière, donc je vais être vraiment plus marquée par un moment donné, une lumière, un son. C'est ça, d'accord. Voilà. Vous avez été voir la Fenice? Non. Non? Non. Ah, il faut. Et puis pour terminer, alors on reste dans la musique, alors là... On reste dans la musique, oui. La danse, le voilà. tango. Ça fait maintenant 4 ans à peu près que je pratique le tango argentin. Et si j'en parle, c'est pas parce que c'est juste une danse que je pratique, c'est quelque chose qui en moi construit beaucoup de combats intérieurs. Voilà. C'est-à-dire que je pourrais vraiment qualifier cette passion comme c'est un peu de l'amour, un peu de la haine. C'est quelque chose, c'est une danse, j'aime la travailler, j'aime chercher, j'aime la sensation de la danse, j'aime la musique évidemment du tango argentin, mais qui est très codée. C'est une danse extrêmement codée, et pas seulement dans la danse en elle-même, mais dans le bal, ce qu'on appelle la milonga. Et donc, j'allais surtout à un moment beaucoup dans les milongas, mais là, c'est extrêmement codé. Alors, c'est très macho, il faut dire ce qui est. C'est-à-dire que le code pour inviter, c'est toujours l'homme qui propose d'inviter la danseuse, etc., etc. Et la femme, elle l'attend qu'on vienne, qu'on daigne l'inviter à danser. Donc, il y a des femmes qui ne dansent pas de la soirée parce qu'elles ne sont pas invitées. Je trouve que voilà, les codes sont très compliqués. Je trouve que ça se prend un peu trop au sérieux. Moi, quand j'ai démarré le tango, j'allais danser avec des parfaits inconnus en milonga, mais je riais beaucoup, quoi. J'avais pas, à l'époque, pas un super niveau de danse, mais les hommes me disaient « Oh, c'est chouette de danser avec toi, on rigole bien. » Après, la danse, le niveau, il était ce qu'il était à ce moment-là, mais et je suis entrée dans le tango argentin en me disant « J'ai envie de casser les codes, quoi. J'ai envie d'aller inviter des hommes, j'ai envie de changer les choses. » Bon, évidemment, c'est difficile, hein, mais... Donc voilà, donc je suis en lutte un peu avec tout cet aspect de code et tout. Est-ce que justement ce goût pour le tango argentin, c'est une porte qui s'ouvre aussi sur un attrait pour la culture argentine en général? Oui, beaucoup. Parce que c'est très fort ancré dans la culture argentine. Hein. Absolument. Oui, j'ai même en tête et eu en tête en tout cas, et j'ai commencé à écrire des choses. J'avais envie de parler de ça au théâtre.
et de commencer à écrire quelque chose là-dessus, sur la naissance du tango argentin en Argentine. Hein, parce que ça raconte aussi tout un aspect politique de l'Argentine, le tango, un aspect social très fort aussi, hein, où est né évidemment des classes populaires. Tout à fait, oui. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, au-delà du fait que ça se passe en Argentine, qui raconte beaucoup de choses sur le social et sur la politique aussi. D'accord. Et comment les gens se rencontrent et comment... et justement, on a beaucoup parlé des rencontres des cultures ou des traditions. Ben, je trouve que le tango a permis, dans les origines, de mêler voilà, des cultures caribéennes et des cultures européennes, parce qu'il y a eu une forte vague d'immigration des Européens en Argentine. Et tous ces gens-là ben, ont dû vivre dans les mêmes endroits et puis se faire l'un à l'autre. Et puis, ben, comment ils ont discuté entre eux, ben, ils se sont mis à danser. Oui. C'est une autre conquête de l'Amérique. Exactement. C'est une autre... Et Borges a écrit de très beaux textes sur le tango. Absolument, oui. On arrive à la fin de cette émission. Il reste quand même le hasard et le jeu des cartes. Vous allez mélanger, vous choisissez 2 cartes. Et vous allez répondre et ce sera un peu la conclusion de cet album. Ouf. Alors, la culture, c'est... Pour moi, c'est un mot qui est large. C'est pas uniquement la culture dans le sens artistique. Enfin voilà, je le redis, mais on a beaucoup parlé des différentes cultures, des différentes traditions, etc. Donc pour moi, la culture, mais je dirais que c'est la rencontre. C'est la rencontre des univers. C'est croiser les univers et se faire se rencontrer des gens qui, au départ, n'auraient peut-être rien eu à se dire, mais qui, parce qu'ils vont se confronter l'un à l'autre, bien vont échanger plein de choses. Je dirais voilà, que c'est un mélange et des rencontres et du partage. Je dirais ça. Et la deuxième? Alors ça, c'est drôle. Quelle est la qualité que vous préférez chez un homme? Eh bien, juste pour la petite anecdote, c'est encore une phrase typiquement du texte de Camille Claudel. Vrai? Oui. Et Camille Claudel, elle répond, quand Rodin lui dit quelle est la qualité que vous préférez chez un homme, elle dit bien faire enrager, obéir à sa femme. Obéir à sa femme. Obéir à sa femme. Eh bien, je vais dire comme Camille, obéir à sa femme. C'est très bien. Et on n'a pas truqué le jeu. C'est incroyable. Les lois du hasard, elles font bien les choses. Voilà. C'est très bien. Merci à vous. Mais je rappelle évidemment qu'il faut venir vous applaudir les 12 et 13 août prochains à Spa. Donc c'est au Salon Bleu à 21h. Et vous aurez compris pourquoi. Pour vous, tout simplement. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. En tout cas, j'ai été ravi de vous rencontrer. De même. Merci On beaucoup. referme cet album et nous, on se retrouve très bientôt. Bonne soirée à tous et à tous.